Vivre d'amour et d'eau fraîche, y songe-t-on encore? Si l'amour résiste, l'eau fraîche devient rare et chère. De la claire fontaine de nos comptines, on est passé aux affrontements de Sainte-Soline. Les enjeux actuels de l'eau ne sont pas nouveaux, mais leurs proportions en font un des défis majeurs du XXIe siècle, corollaire direct du réchauffement climatique. Un défi éminemment politique, bien sûr. Il suffit pour s'en persuader de recenser nos usages de l'eau. Il y a l'eau que l'on côtoie tous les jours, l'eau bienfaisante, les fleuves, les rivières, les lacs, la mer, la pluie, la neige, la grêle, les orages, les flaques, les marais, les tourbières, les nappes phréatiques, les sources. Voilà, on y revient, nos comptines. L'eau dévastatrice aussi, les crues, ou l'eau polluante, parce que polluée par nous. C'est le sujet de ce soir, nos intervenants vous en parleront en détail. Cette eau qui compose notre paysage et notre géographie, celle qui nourrit notre imaginaire et dont la poésie mérite d'être préservée en faisant fi des tensions ou des peurs et en composant avec toutes ses qualités. Je travaille au sein de l'atelier de paysage Bruel-Delmar avec mon associé Christophe Delmar et nous avons toujours apporté un soin particulier à la question de l'eau de pluie et à sa présence dans la ville et à la façon dont le traitement de l'eau peut nous révéler une forme de géographie et inscrire les aménagements nouveaux dans cette géographie. Ce paysage industriel avait disparu en 2005, mais nous avons toujours cette habitude de rechercher les sources de sa conception, de sa création. Et ce qui nous a marqué le plus là dans cette image, c'est la distorsion entre des énormes usines et des toutes petites maisons ouvrières qui avaient été construites en même temps pour la création de ces filatures lilloises, les usines Leblanc et Lafon. Cette friche industrielle en 2005, après certaines opérations de dépollution et un effacement de cette mémoire du site, un effacement de la mémoire de l'eau qui, malgré tout, subsistait un petit peu. Et dans nos recherches, nous avons trouvé un certain nombre d'indices, des fossés, une palette végétale qui nous disait que l'eau n'était pas loin, des arbres qui s'étaient spontanément installés sur les tracés de ces anciens fossés et également, parmi les documents que nous avons retrouvés dans les archives, ce plan extraordinaire des canaux de drainage de tout ce secteur. Donc nous avons construit le projet de développement de ce nouveau quartier sur 4 principes, dont le premier était de faire de l'eau l'élément de reconnaissance de ce quartier, remettre l'eau à la surface et le projet l'illustre. Articuler la nouvelle urbanisation autour de ces anciennes usines qui étaient transformées en pôles d'excellence pour les nouvelles technologies de l'image et du son, et donc qui s'appelle Euratechnologie. Développer un axe nord-sud qui allait permettre donc de traverser ce bras de Canteleu et raccorder un certain nombre de quartiers, dont l'île des Bois Blancs, et puis désenclaver le quartier de l'Homme qui s'appelle le quartier du Marais, qui est un quartier complètement isolé, coincé entre un faisceau ferroviaire et la Deule Grand Gabarit. Nous étions calés sur une crue vicennale, donc tous les 20 ans, ce qui est assez peu, et un débit de fuite vers la Deule de 2 litres secondes à l'hectare, avec la difficulté de certaines pollutions rémanentes qui nous empêchaient d'infiltrer. Puis de toute façon, à l'époque, on infiltrait assez peu. Gérer l'eau en surface, c'était aussi affirmer une direction majeure qui orientait les usages vers la Deule canalisée. Et puis la contrainte donc de ces 2 litres secondes à l'hectare pour une crue, une pluie vicennale, s'est traduite sous forme d'un jardin, un jardin d'eau que vous voyez ici au centre, qui était donc, je dirais, le pendant végétal et hydraulique de l'usine Leblanc-Lafon qui se situe juste derrière, qui est occupée par des start-up, des jeunes qui se lancent dans ces nouvelles technologies, mais dans une pratique à la fois très privée et très confidentielle. Et donc le projet voulait faire ce pendant en étant plutôt très végétal, très hydraulique et très public.
L'idée de faire un jardin en creux et de répondre à cette contrainte technique par ce poumon qui monte et qui descend au rythme des pluies. Donc il n'y a absolument aucune pompe, il y a une alimentation de ce jardin d'eau par les pluies. On est à Lille, on n'est pas à Barcelone. Donc évidemment, on a un climat qui se rapproche du climat parisien, du grand bassin parisien, avec des pluies relativement régulières. Nous avons passé évidemment sa gestion à la ville de Lille. Cette passation s'est très bien faite puisque le service de l'écologie et des jardins de la ville de Lille a complètement pris à bras le corps cet espace du vivant en fait et a fait évoluer cette palette végétale. Et pour nous, paysagistes qui étions assez proches de Gilles Clément, du Jardin en Mouvement, de dire qu'on n'est pas propriétaire d'une réalisation et d'une palette végétale, c'était très intéressant de voir la façon dont ce paysage pouvait évoluer. Pour alimenter ce jardin, je vous parlais tout à l'heure des wateringues et d'un vocabulaire que nous avons décliné. Il était très important pour nous d'avoir cette eau présente au cœur de l'espace public. Et donc, je dirais, le profil de la voie principale, cet axe nord-sud que nous avons voulu accentuer, est fait avec ces canaux qui n'existent que de part et d'autre de l'usine Leblanc-Lafont. La réponse pour cette gestion des eaux pluviales en surface, elle prend plusieurs formes en effet, donc ces canaux de part et d'autre de l'usine Leblanc-Lafont, mais là, de l'autre côté, dans l'usine des Bois Blancs, avec une opération qui a été faite par les architectes Zigzag, on a donc une noue complètement plantée et un sol perméable également pour limiter justement l'imperméabilisation et pouvoir avoir une infiltration également dans ces sols. Comment trouver des espaces de stockage de l'eau que nous ne confisquions pas aux usages urbains et comment arrivons-nous à faire cette gestion en surface en acceptant une forme de densité. Donc là, ce projet, avec le jardin d'eau, a développé un jardin public, mais il y a d'autres espaces qui devaient être des squares, celui-ci où l'eau est sous le platelage, et puis celui-là, où nous avons conservé un bosquet de saule-marceau qui était un bosquet spontané, qui d'ailleurs est un indicateur de l'humidité, et nous avons un sol métallique avec une maille très serrée pour qu'on ait une perméabilité complète, qu'on puisse avoir des usages. On est juste à côté de la mairie de quartier des Bois Blancs, et avec la possibilité à la fois de gérer l'eau et en même temps laisser les usages. Donc, poursuivre n'est pas reproduire. Cela signifie que nous poursuivons avec une attitude d'attention extrême au territoire, de révélation de ses qualités et donc la qualité de l'eau. Et là, c'était un petit schéma de compréhension de la palette végétale des friches, puisque en fait, sur cette friche qui avait plusieurs usines et plusieurs occupations, il y a eu vraiment une histoire à la fois de l'industrie et de son abandon qui a développé des caractères de sous-sol et des caractères donc de végétation qui en étaient l'expression. Jean-Pierre Pronas-Descours, avec qui nous avons donc redéveloppé un partenariat sur cette deuxième partie, a travaillé avec nous pour modifier le schéma de construction, pousser les bâtiments, c'est-à-dire que c'est vraiment l'écologie, la question de la gestion de l'eau qui a eu une préséance sur le positionnement des bâtiments dans ce territoire qui fait 9 hectares. 9 hectares entièrement piétons. Je suis Christian Piel, je dirige une agence, un bureau d'études en hydrologie urbaine et je suis urbaniste. Et là, ce que je voudrais vous montrer, c'est quelles sont les orientations en termes de gestion de l'eau, comment ça évolue, parce que ça évolue de façon très rapide et il me semble très intéressante. Donc moi, mon propos, c'est surtout de vous montrer à travers des projets comment ça a avancé, quoi. Depuis toujours, effectivement, l'eau a déterminé la localisation et la caractérisation des villes. Et je voudrais juste dire, voilà, il y a 200 ans, l'eau dans la ville commençait à être un problème et devenait même incompatible avec la ville. Et donc, Haussmann, notre maître, a commencé à transformer ces fossés en réseaux. C'est ce qui a tramé un peu les réseaux parisiens, par exemple. Et puis, on a fait des tuyaux, on a mis des tuyaux à peu près partout, voilà, des égouts. L'eau a commencé à intervenir aussi sur la morphologie urbaine, puisqu'on a changé les profils de voirie, et puis on a mis la circulation des eaux en enterré.
Donc elle a disparu. Donc toutes les eaux usées sont arrivées dans les réseaux enterrés. Donc on a mêlé les réseaux d'eau usée et les réseaux d'eau pluviale, mais tout ça en enterré. Pourquoi cette introduction? Parce que, en fait, en imperméabilisant les sols comme on a fait ici, et en mettant l'eau en sous-sol, on a déconnecté la réflexion entre la ville et l'eau. Il y a eu les urbanistes d'un côté, et ensuite il y a eu les gens de l'assainissement de l'autre côté. Et on a perdu, nous les urbanistes, on a perdu la main là-dessus, quoi. Et donc on a perdu le lien avec le sol, et c'est un sujet, quoi. Voilà. Elle est importante cette image parce que c'est l'impact de la ville sur le cycle de l'eau. Voilà, je prends tout le temps cet exemple. Imaginons qu'il y a une pluie en gros annuelle, c'est 10 mm. C'est intéressant parce que c'est facile, c'est-à-dire que ça fait 100 mètres cubes à l'hectare. Il y a en gros 50 mètres cubes qui vont aller dans les sols, 25 mètres cubes vont recharger les nappes. C'est très important, c'est ça qui est la réserve de l'eau, même l'été. Pourquoi on a encore de l'eau dans les cours d'eau l'été? Parce que les nappes petit à petit se vident. Et puis, il y a 25 mètres cubes qui va activer les sols, ce premier mètre ou deuxième mètre de sol, où c'est là où pousse toute la nature. Et puis, il y a une partie qui s'évapore, ça participe du climat, de la régulation climatique, et puis il y a seulement 10% qui ruisselle. C'est très peu, donc il y a en gros 10 mètres cubes qui ruissellent tout doucement, voilà, ça va mettre 24 heures pour rejoindre le point bas, donc en gros ça va être 1 ou 2 litres par seconde qui va s'écouler de cet espace. Si on prend le même espace et si on prend la même pluie, on voit que la ville a complètement changé le cycle de l'eau. On ne recharge plus les sols, on évapore beaucoup moins, par contre on ruisselle beaucoup. Dans les années 60, 70, 80, allez 90, on a eu de plus en plus ce type de choses, inondations. Donc au début on s'est mis à poser des tuyaux, et puis après on a fait des bassins de rétention de ce type. Donc là j'imagine ça vous parle, ça. Donc c'est des espaces de rétention temporaire où en cas de grosse pluie, on inonde ces bassins, et puis à la fin de la pluie, on vide progressivement ces bassins pour éviter que ça aille inonder ailleurs. C'est ça le but. Donc c'est des ouvrages qui sont dessinés par les gens de l'assainissement, sans en parler avec les gens de l'urbanisme. Il y a eu la loi sur l'eau qui est arrivée en 92, qui a dit, ben voilà, dès qu'on imperméabilise les sols, il faut compenser par des bassins de rétention. Si bien que sur chacune des opérations, encore aujourd'hui, on doit faire des dispositifs de rétention d'eau pluviale. On en a parlé tout à l'heure à Lille. Si bien que il y a une vingtaine d'années, 20-25 ans, il y a eu un courant qui est arrivé, porté entre autres par les concepteurs de la ville. On s'est dit, il faut travailler avec les bureaux d'études. Donc là, on voit bien qu'il y a eu un travail. Il y a eu un bureau d'études VRD qui a dessiné sur AutoCAD son bassin. Et puis, il y a eu un paysagiste qui a paysagé le bassin. Ça, c'est un quartier urbain. Une ZAC assez moche, avec un bassin de rétention assez moche. Donc, il y a une recherche de cohérence, vous voyez, dans l'aménagement. Et puis, petit à petit, voilà, on a fait les nous. Et puis après, on s'est dit, mais finalement, cette eau exceptionnelle, elle est là que exceptionnellement. Donc, il y a toute une partie de l'année, peut-être 90 ou 99% du temps, où il n'y a pas d'eau. Donc, on peut avoir d'autres usages sur ces espaces de rétention. Donc ça, c'est un bassin de rétention, voilà, qui est dans un parc. Voilà, on y gère les eaux de pluie. En cas de grosse pluie, il y a l'eau qui sort ici et qui vient inonder ces parties-là. Vous voyez, donc il y a eu petit à petit une intégration dans la ville, une multifonction. On voit bien que là, il a fallu qu'il y ait un paysagiste qui travaille avec un bureau d'études et qui travaille éventuellement avec un urbaniste. On s'est dit, mais on peut travailler peut-être de façon un peu plus intégrée. Donc, on a travaillé avec les urbanistes. Là, c'est sur une ZAC bord de Seine, c'est en 2012, où on a commencé à à réfléchir avec l'urbaniste où stocker les eaux de pluie. Donc, on les stocke un peu sur les toits, pour tout ce qui est parcelles privées, et puis sur les espaces publics, il y a des noues pour gérer les eaux de pluie. Et puis, on a même intégré les inondations de la Seine, en l'occurrence, c'est la Seine. Donc, petit à petit, elles sont dessinées quasiment au centimètre cube et au centimètre carré par l'eau. Ça se voit pas forcément, mais en réalité, ça impacte considérablement. Avec le PPRI, on peut pas... Enfin, c'est très réglementé, voilà. Et donc, ça donne ça, voilà, stockage sur les toits. Là, c'est des petites noues dans le parc. Ça, c'est des dispositifs de phytoremédiation qui nettoient les eaux de voirie. Ça, c'est des dispositifs de rétention d'eau. Ça aussi, c'est un dernier bassin de rétention. Et puis là, en bas, on a des noues qui reprennent les eaux pluviales, mais on a aussi des bâtiments construits sur pilotis pour intégrer la crue de la Seine. L'eau, même si on ne la voit pas, la présence de l'eau, en particulier les eaux exceptionnelles, dessine ce quartier. Voilà. C'est à travers le risque qu'on a été amené à reprendre la main sur l'eau. Et voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une autre problématique qui est arrivée il n'y a pas longtemps. C'était hier, voilà. C'est la gestion des pluies courantes. C'est une autre réglementation qui oblige aujourd'hui à ce qu'on appelle abattre les petites pluies. L'idée, c'est quoi? C'est que lorsqu'il pleut, même une petite pluie, l'essentiel des pluies sont des petites pluies, donc les pluies courantes, eh bien ces eaux
ruissellent sur le sol, se chargent en fine, puis ensuite vont rejoindre les réseaux d'assainissement, les réseaux enterrés. Soit c'est un réseau unitaire, ça se mêle aux eaux usées, soit c'est un réseau séparatif, ça se mêle aux eaux usées, parce qu'en général, il y a des mauvais branchements. Bref, en tombant dans les tuyaux, elles se mêlent et elles se polluent. Et les réseaux d'assainissement sont conçus pour ne pas avoir à transporter toute cette eau jusqu'aux stations d'épuration. Donc, il y a ce qu'on appelle des déversoirs d'orage. Donc, dès qu'il pleut, les eaux de ruissellement se mêlent aux eaux usées et vont directement, là en l'occurrence à Paris, dans la Seine. Pourquoi j'ai mis ces plongeurs? C'est parce que c'est un des facteurs principaux de pollution. Et cet été, avec les Jeux Olympiques, il avait beaucoup plu avant, donc on s'interrogeait à savoir si les plongeurs allaient pouvoir plonger ou pas. Et donc la réglementation, elle vise à dire il ne faut plus que les eaux ruissellent, il faut qu'elles s'infiltrent. Donc il faut faire une ville poreuse. Il faut faire une ville éponge, quoi. C'est important parce que c'est un concept qu'on entend depuis assez longtemps, mais sauf que là, ça rigole pas. C'est-à-dire que dans beaucoup d'endroits, quand on n'a pas pris les mesures pour infiltrer, on n'a pas le permis, quoi. Donc oui, c'est pas que du militantisme, je dirais. Voilà. C'est très aidé par les agences de l'eau. Dès que vous désimperméabilisez les sols, vous avez des financements qui viennent vous aider et c'est assez conséquent. On voit qu'aujourd'hui, ça veut dire que dès qu'on travaille sur la ville, je dirais, on doit travailler avec l'eau. Ça, c'est dans les PLU, à Paris par exemple, ou quand on parle d'eau de pluie, les images qu'on a, c'est d'abord sur les toitures végétalisées, c'est sur tout ce qui est végétation. À Nantes, par exemple, c'est la même chose. Quand on travaille sur la gestion de l'eau, si on regarde le PLU, il y a assez peu de choses liées à l'eau. En revanche, c'est très intégré dans d'autres problématiques. Voilà, c'est l'eau et la trame verte et le paysage, l'eau et la continuité, l'eau et la biodiversité, l'eau et la ventilation, etc. Donc en fait, c'est très mêlé. Et c'est là où c'est notre place à nous, paysagistes, architectes, bureaux d'études, etc., d'intégrer... on sent que c'est plus le domaine de l'assainissement qui gère tout ça, c'est au domaine de l'urbaniste, de l'architecte, enfin de tous les gens qui conçoivent la ville en surface. On n'est pas loin de ça, parce qu'ils doivent abattre les petites pluies sur la toiture, donc il faut mettre des toitures terrasses végétalisées avec une grosse épaisseur, et puis à la parcelle, il faut qu'ils gèrent aussi leurs pluies exceptionnelles. Tout ça ruisselle à ciel ouvert sur la voirie, et stocké dans un parc, j'ai quelques images, qui stocke les pluies exceptionnelles, et qui va aussi reprendre les eaux de la crue de la Seine. Donc vous voyez, là, c'est vraiment dimensionné au centimètre cube. Ce qui est intéressant, c'est que le fait qu'on soit obligé de mettre de l'eau dans le sol fait que le sol, il devient productif, et on peut en faire un tas de choses, quoi. Et donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est presque les fonctions écosystémiques qu'on va générer avec cette eau et ce sol. Là, en l'occurrence, c'est le bureau d'études Mugo, qui est un bureau d'études qui travaille sur l'agriculture urbaine, on va dire, est allé voir Eiffage en disant, voilà, puisque vous stockez vos eaux sur les toits, nous, on va faire l'agriculture urbaine. Donc, en termes environnemental, c'est sûrement très intéressant. Ce qui est intéressant aussi, le fait qu'on gère comme ça l'eau dans le sol, aussi bien pour les pluies exceptionnelles que pour les pluies courantes, fait qu'en réalité, on n'a plus forcément besoin de réseau. Là, c'est à Nantes où on a comme contrainte de gérer les pluies courantes et les pluies exceptionnelles au sein des parcelles, ce qui veut dire qu'en réalité, c'est très rare que sorte de l'eau de chaque parcelle, et quand elle sort, c'est à débit régulé. Donc on a 1 ou 2 litres qui sortent par seconde sur certaines parcelles, et ça, à partir des pluies 2 ans, et jusqu'aux pluies 30 ans, bref, c'est quasiment jamais, quoi. Donc, Magéo a calculé, le bureau d'études VRD, a calculé, est-ce que les caniveaux ne suffiraient pas pour faire passer les débits des pluies, même des pluies exceptionnelles? Et en fait, oui, ça passe très bien. Donc on a enlevé tous les réseaux. Forcément, en termes économiques, ça a un impact. C'est une toiture terrasse végétalisée, donc on est sur une épaisseur quand même assez importante, hein, c'est pas insignifiant. C'est une architecture qui va avec. C'est-à-dire qu'il faut forcément travailler avec les architectes, avec tout le monde. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai raconté aussi le début, le fait qu'on avait perdu, nous les gens de la conception urbaine, le lien avec les gens de l'assainissement. Là, petit à petit, on le retrouve, voire c'est nous un petit peu qui nous l'accaparons. Depuis ce matin, et après j'en terminerai. Non, ce qui est très intéressant, c'est que on voit que l'eau aujourd'hui, elle est de plus en plus abordée à travers ses fonctions écosystémiques. Effectivement, on l'a abordée d'abord en termes de risque. Petit à petit, en l'intégrant dans l'aménagement, on en a fait une ressource. Et comme on en a fait une ressource, qu'on regarde aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on en tire comme ressource. Une des principales, c'est le rafraîchissement urbain. On se dit, mais puisqu'il y a de l'eau et du sol, on va faire de la végétation. Avec cette végétation, on va rafraîchir la ville. Effectivement, la végétation participe du rafraîchissement urbain. Ça fait de l'ombrage, mais surtout, ça évapotranspire. Et donc, ça, on va dire, ça climatise.
Jusqu'à il y a 1 an, on pouvait pas trop faire ça. On le faisait un peu, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, on peut. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que à cette gestion des eaux exceptionnelles, à cette gestion des eaux des pluies courantes, on vient y rajouter d'autres eaux, voilà, qui sont les eaux grises. On récupère ces eaux et puis on va les mettre, on va les faire rejoindre, généralement là où on stocke aussi les eaux de pluie, de façon à générer des espaces qui sont hydratés, même en plein été, même en période de stress hydrique, même en période d'interdiction d'arrosage. On peut balancer de l'eau et on peut comme ça générer du rafraîchissement. Donc vous voyez, il y a une espèce de métabolisme qui est en train de se faire et sur lequel on peut avancer. Et des exemples comme ça, enfin, ils se multiplient. Là, on travaille avec la SGP pour récupérer les eaux d'exor des nouvelles stations de métro. On récupère les eaux d'exor, c'est les eaux d'infiltration dans les tunnels, dans les gares. On les récupère et puis on va activer un parc juste au-dessus, ça c'est la station. Et voilà, avec cette eau permanente, on va pouvoir hydrater, même en plein été, même en période de grosse sécheresse, on va pouvoir hydrater la végétation. Vous voyez, donc c'est ce type de métabolisme vers quoi on va. Et je terminerai par cet exemple où on est à Strasbourg avec Marion Talagrand, et c'est dans le cadre des NPNRU, où donc il y a un grand mail piéton qui est prévu, dans lequel elle a déjà prévu de gérer les petites pluies, de gérer les pluies exceptionnelles, et il y avait cette idée de rafraîchissement urbain. Et en fait, il y a une piscine publique qui est pas loin, donc on a proposé de récupérer les eaux de la piscine. Il faut savoir qu'une piscine publique, réglementairement, ça doit rejeter entre 30 litres et 100 litres par jour et par usager. Autant vous dire qu'en plein été, dans ce type de quartier, les piscines, elles sont blindées. Donc, ils ont près 100 mètres cubes par jour qu'ils jettent au réseau d'eau usée. C'est une eau qui est quasiment propre, on se baigne dedans la journée. C'est réglementaire. Donc, on a proposé de récupérer cette eau. Donc, dans un premier temps, on a fait un premier schéma. On a décanté les eaux, après on les filtre un peu. Et ensuite, on envisageait de faire un réseau et puis d'aller hydrater cet espace vert. En fait, ça coûtait assez cher. Donc, on a travaillé sur un autre système avec l'agence de l'eau, avec l'agence régionale de santé qui est essentielle sur ces sujets-là, et avec la police de l'eau qui est essentielle sur ces sujets-là. Et donc, l'idée, c'est que toute l'année, on balance l'eau dans la nappe, donc on recharge la nappe toute l'année. Et l'été, c'est un deal avec la police de l'eau, on est autorisé, même en période d'arrêté préfectoral, on est autorisé à pomper un tout petit peu dans la nappe pour hydrater les espaces verts. On profite du solarium pour infiltrer à certaines heures de la journée, pour infiltrer toutes ces eaux dans la nappe. Et puis ensuite, voilà, il y a un système de petites pompes où on récupère dans la nappe, qui est pas affleurante, mais qui a 3-4 mètres de profondeur pour hydrater l'espace vert. L'aspect métabolistique qui est en train vers quoi on va et qui est assez intéressant et qui me semble être complètement du domaine aussi bien des paysagistes que des urbanistes, que des architectes, que des bureaux d'études, VRD, et que de tous les autres bureaux d'études. Je rebondis juste sur le cours magistral de Christian, ça fait plaisir. Parce qu'on s'est tous battus, je pense, comme architectes, pour essayer de faire des rues un peu moins d'enrobés, des cours d'école avec des arbres. Et c'est vrai que c'est impressionnant aujourd'hui, parce qu'on nous impose de faire des sols avec des pavés enherbés et de planter des arbres dans les cours. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir fait l'historique, parce que il y a à peine 10 ans, on pleurait, et aujourd'hui à Nantes, par exemple, vous pouvez pas faire une place de parking sans avoir un pavé enherbé. C'est un projet qui doit beaucoup à 1910 et à l'angoisse, en quelque sorte, 100 ans après, que la grande crue revienne sur le bassin parisien, et dans une condition un peu particulière qui est la construction métropolitaine et un établissement public à qui je rends hommage, donc les Porsa, qui effectivement s'est retrouvé dans la condition de réfléchir, de faire de la recherche en fait, sur comment on urbanise en zone inondable. Donc c'était en 2010, voilà, 100 ans après. Aujourd'hui, il y a des concours, il y a des grands prix. Donc d'ailleurs, ce travail a eu le premier grand prix d'urbanisme en zone inondable, voilà, lancé par le ministère. Et vous voyez que c'est un petit monde, parce que donc là, il n'y a pas Anne-Sylvie Bruel, mais elle aurait pu faire partie de l'équipe. Mais il y a Magéo, qu'a cité Christian, qui est un bureau d'études donc lillois, qui est maintenant un peu partout en France. Et effectivement, Jean-François Morel, qui est très acteur, voilà, de la question. Parce que je peux vous dire, moi, je suis architecte, j'ai jamais rien fait sur la question de l'eau avant ce projet. Donc, on peut toujours apprendre. Donc, effectivement, vous voyez, c'est des vieux dessins.
Il se trouve que les Ardoines, que vous avez ici, est un grand site ciblé, on va dire, par le SDRIF sur la métropole parisienne, comme étant un grand site de développement résidentiel. Voilà. Du fait, on va dire, d'une spécialisation économique et d'une mutation de cette économie, mais du fait aussi d'une présence très forte des transports. Cette carte que nous avons faite est assez impressionnante. Tout ce que vous avez en jaune, c'est tous les sites de développement résidentiel de la métropole. Et donc, on voit effectivement sur le territoire Orsa que c'est une situation très très importante. L'autre territoire étant évidemment beaucoup du côté de Plaine Commune. Et donc, l'EPA Orsa donc a lancé des concours. Ça, c'est un concours qui a été gagné. Donc, en 2010, il n'y a encore rien de réalisé. Vous voyez, le projet a été a été fait en 2012. Anne-Sylvie disait, elle peut montrer des photos. Moi, je peux toujours pas montrer des photos. Mais enfin, si vous me réinvitez dans 2-3 ans, je pense que je pourrais vous montrer des photos, puisque enfin le projet démarre. Mais ça montre effectivement que c'est des projets très très longs, qui sont aussi des projets fortement négociés, notamment sur réglementaire. Donc vous avez ici une zone d'activité qui est donc adossée donc à Vitry. J'ai un peu zoomé sur cette photo pour voir ce que c'est que ce paysage, avec des activités, beaucoup de logistique, il y a les poubelles de Paris, il y a ce genre de choses, un petit peu d'artisans, pas beaucoup de patrimoine, et donc voué à se transformer dans le cadre effectivement de programmes résidentiels. Et puis vous avez une chose assez importante, c'est l'écluse, le port du Pont-à-l'Anglais, avec cette écluse, avec donc un changement de bief et de grosso modo une différence de 2 mètres de niveau. On est dans l'hyperdensité parisienne et dans un modèle économique qui a aujourd'hui encore beaucoup de mal à tourner. On va dire densification qui peut être considérée comme légitime du fait effectivement des grandes gares, la 15 qui arrive, et puis un Thézène. Enfin, voilà. Non, on dit pas Thézène ici. Si, c'est un Thézène. Chronobus. Enfin, je sais jamais comment on dit, mais non, ici, c'est les Thézènes. Donc, un bus à haut niveau de service, qui va rejoindre, on va dire, la grande bibliothèque jusqu'à Choisy, et qui passe en plein milieu de la ZAC, qui est située ici. Le climat accélère complètement le temps. Moi, ça me sidère. Je suis prof, si vous voulez, je dis des choses que je ne disais pas il y a 3 ans. La question qui a été posée ici, grosso modo, la feuille de route de l'EPA Orsa, c'est de dire si à la crue, on peut continuer à habiter. Donc c'est un peu la feuille de route, c'est ce qu'on appelle la résilience, le mot qui est sorti un peu à ce moment-là et qui avait un peu dans toutes les bouches. Et donc c'était la condition du concours. Donc là vous avez un plan juste pour situer un peu mieux rapidement le projet. Donc là vous avez la place qui a été aménagée par Alexandre Chemetov, qui est centre-ville, qui est un énorme réservoir d'ailleurs du territoire d'eau, qui est le centre-ville de Vitry. Vous avez le port à l'Anglais avec une opération qui a été réalisée par Yves Lyon, on va voir tout à l'heure en photo. Et puis vous avez ce qui est programmé en mutation. Ce que vous voyez en violet, c'est grosso modo les activités qui sont maintenues pour l'instant, soit pour des raisons économiques, soit aussi pour des raisons de bâtiments patrimonial ou de situations qu'on trouve intéressantes. Il y a quelques jolis bâtiments. Vous avez des équipements publics. Là, il y a un collège qui a été fait par Ricciotti. Et puis vous avez la gare ici. Donc le projet, grosso modo, qui s'appelle Seine-Gare-Vitry, c'est parce que la Seine, la gare et Vitry, et la question, c'est la relation de la Seine à la gare. Et cette opération qui a mis presque 10 ans à sortir, il n'y en a qu'une première tranche aujourd'hui qui sort, qui est donc ce que vous voyez ici, et qui est partie en opération avec un peu cette tristesse finalement dans les opérations qu'on n'arrive pas à faire autrement que de l'urbanisme de plaque, quoi. C'est-à-dire on a du mal à s'immiscer dans le parcellaire. Tout ce projet a été fait sur le parcellaire existant. On aurait pu faire muter parcelle par parcelle, ce qui est quand même la beauté des villes. C'est l'espèce de palimpseste et le temps. Et en fait, l'opérationnel n'y arrive pas. Alors tout est en train de sortir d'un coup, pour que vous le sachiez. Donc ça, c'est quasiment parti. Les permis de construire sont déposés. Il y a des consultations qui sont en cours ici. Le collège est livré et on commence le projet des espaces publics. Vous voyez, il y a l'idée d'installer des jardins de Seine en profondeur, exactement ce qu'a montré Christian à Asnières, qu'on a été voir après coup, puisque finalement c'est les mêmes raisonnements, c'est l'idée de la profondeur. On a gagné le concours sur un slogan qui était front de Seine, fond de Seine. C'est que l'idée c'était pas de faire le front de Seine, c'était de faire la profondeur. Et pour la petite idée, c'est venu beaucoup non pas de l'eau, mais de ma fascination à Bordeaux, du tramway quand il arrive sur les quais. Aménagé par Corajou, et je me suis dit c'est pas possible qu'on passe en bus sans voir la Seine. Donc il y a aussi cette idée de la profondeur du paysage. Et donc ce projet sort avec l'idée d'une double échelle, une échelle basse R+2 qui est grosso modo l'échelle du faubourg, et une échelle émergente que vous avez ici avec ces systèmes d'immeubles panoramiques, et puis avec des grands jardins, vous allez voir
dans le projet. Donc ça vous donne, voilà, j'ai mis cette image, ça donne un peu la densité. Donc on est dans des densités beaucoup plus fortes que ce qu'on a vu à Lille ou de ce que tu as pu montrer. Voilà, on est sur des bâtiments très hauts et vous voyez ce double registre, le registre bas, le registre haut, et vous avez le TZN. Grosso modo, j'ai la Seine dans le dos et je regarde vers la gare. Alors la question, effectivement, c'est que cette hyperdensité, elle arrive dans un endroit où en fait on devrait tous se tirer, ne pas habiter, hein, et c'est pour ça que les Porsa a lancé ses recherches, qui a conduit à aller à Francfort, à aller à Hambourg, à aller voir un peu ce qui se faisait ailleurs, parce qu'en fait, en France, on avait très peu de culture, en tout cas de résilience renforcée, d'infrastructures renforcées pour habiter, hein. Et donc, ça a beaucoup animé le projet. Donc, on voit quand même que nos anciens étaient quand même très, très précautionneux et intelligents, puisqu'il n'y a aucun bourg qui est dans le système de l'eau. Tous les bourgs de la vallée de la Seine, toutes les fondations, tous les établissements humains sont au bord, hein, évidemment pas Paris, mais on le voit très bien ici. Et les Ardoines, il n'y avait personne. Vous allez voir une image après. Et évidemment, c'est ce que tu as montré dans tes cartes historiques. On s'est trouvé en un siècle complètement fou, à oublier complètement la nature, quoi, tout simplement, et à considérer, il y en a encore qui le considèrent aujourd'hui, hein, même si ça a changé de paradigme depuis 10 ans, qu'on était capable de comment dire, réguler la nature, ce qui est à mon avis totalement faux. Alors je vous dis ça et en même temps vous allez voir, ce projet croit à l'infrastructure, ce que produit une infrastructure, même s'il y a transparence hydraulique. On se baignait dans la Seine avant que, comme tu l'as dit, l'eau vienne salir la rivière, hein. Et donc en tout cas en région parisienne, c'est pas partout pareil, puisque moi j'ai travaillé notamment à Blois où on a évacué des méandres qui avaient été habités pour faire du retrait. On peut tout à fait mettre des R+15 partout, ça pose aucun problème, quoi. Dès l'instant où vous n'habitez pas le niveau qui est donc le PHEC, qui est dans l'inondation, et vous pouvez mettre ça quelle que soit la situation. Voilà. Ce qui fait qu'évidemment on considère que le jour où la crue arrive, on évacue l'ensemble du territoire habité. Et donc ça produit un paysage fantastique que vous avez là, hein, puisqu'évidemment ça produit des logiques de socle, hein. Alors ça va quand c'est l'opération Lyon, qui est une très belle opération. Moi je me rappelle très bien, je devais être à l'école quand elle est sortie, où il a dû sortir ça, où il sortait de l'école. C'était très publié, mais c'est vrai que bon voilà, on va dire sur 3 rues ça va, sur 300 hectares, ce qui est les Ardoines, on commence à se dire que il y a plus de vie sociale et que ça commence à être un petit problème de société. Donc on a cette réalité du paysage. En fait, si vous vous trimballez sur les Ardoines, vous voyez ce paysage, voilà. Donc et tout ça n'est pas, c'est drôle parce que pendant la discussion du projet, qui était pas arbitrée, il y a quand même eu la crue de 2016, qui a, vous voyez, ça c'est un bâtiment de Brenac et Gonzalez qui venait d'être livré. Et quasiment le jour de l'inauguration, ou bien, je sais pas, 15 jours après, il y a eu cette crue qui a mis complètement le rez-de-chaussée dans l'eau. Et tout le port a choisi était de l'eau. Donc en fait, cette inquiétude du risque s'est invitée dans la discussion et a permis d'aider le projet. Une deuxième chose qui a permis d'aider le projet, c'est qu'un jour, il y a le préfet qui a dit « on n'est pas capable d'évacuer l'Île-de-France ». Faire les levées, hein, une espèce de, vous allez voir, d'image de levée de la Loire, fabriquer ces infrastructures, finalement, ça coûtait pas tellement plus cher que de pas les faire, parce que ça permet d'être un système de réseau, voilà, sans qu'on soit obligé avec un godet à chaque fois qu'on pète l'espace public de s'apercevoir qu'on a des imprévus de travaux, parce qu'il y a des tuyaux, il y a énormément de choses qu'on n'a pas vues dans les DICT, et voilà. Donc en fait, le système a pu se faire valider politiquement, mais ça a mis quasiment 5 ans. Ça, c'est à Vitry. Vous voyez là, ça c'est l'écluse, hein, donc on voit quasiment plus, l'écluse a disparu, donc c'est monté de 3 mètres quand même ici, hein, ça veut dire que c'est monté à peu près de 3 mètres, et là vous avez du côté là on voit pas très bien, mais ça c'est la médiathèque de Brenac et Gonzalez qui était donc les pieds dans l'eau. Un plan très important, qui est aussi une question qui est compliquée dans le risque et dans l'eau, c'est qu'évidemment on peut pas travailler avec un petit périmètre, quoi. On est obligé de sortir de notre périmètre de travail, et c'est une de mes angoisses sur ce projet, c'est qu'évidemment il n'a pas de sens si la première tranche reste la première tranche, vous verrez après le dessin, parce que son fonctionnement est lié à un déploiement d'infrastructures qui est de cet ordre-là, hein. Vous avez donc la carte aujourd'hui de, la mise en eau des plus hautes eaux. On se rend compte que les Ardoines ont été très très fortement remblayées, puisque quasiment une grande partie des Ardoines est hors d'eau, hein. Leclerc, grosso modo, je sais plus, c'est 50 cm. 50 cm, on vit avec.
J'ai vu que la ville de Paris, Christophe Delmar m'a envoyé des images comme quoi la ville de Paris faisait des tests dans le 11e avec de l'eau sur les places, c'est-à-dire qu'on apprend à vivre avec l'inondation ou la grande crue, et avec des bottes et 50 cm d'eau, on sait faire. Bon, on sait plus faire quand il y a 2 mètres ou 3 mètres. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, grosso modo, sur les ardoines, c'est assez facile à faire. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que derrière, les quartiers derrière, qui sont plus bas, qui n'ont pas été remblayés, eux, d'ailleurs, dès qu'il y a la crue, et comme il y a l'infrastructure ferroviaire, bah, si vous voulez, ils ont 1 an de l'eau dans la cave. C'est l'enfer. Donc ça, effectivement, c'est des quartiers très dégradés. Et puis vous voyez, chez moi, dans mon coin, qu'évidemment, là, j'ai 2 mètres ou 3 mètres d'eau, parce que j'ai l'écluse, et donc j'ai un changement de bief. Et donc la crue, c'est assez étonnant, elle arrive par le bas. Elle remonte, en fait, quand vous avez une montée des eaux. Le projet vise à, après une analyse assez forte de l'aléa et des situations hors d'eau, d'essayer de mettre en place, finalement, un réseau résilient, qui fait que le jour où il y a la crue, la très grande crue, on peut continuer à desservir, à habiter le site. Et l'idée, c'est que simplement, si vous voulez, cette réalité du risque constitue une matrice de la géographie du projet d'urbanisme à long terme. Il faut savoir que dans le développement de l'urbanisme, dans tout ce qui se développe ici, aujourd'hui, c'est pas du tout le sujet, quoi. Comme je vous dis, on peut construire un R+12, c'est pas un problème. Donc, la question, l'idée, c'est d'arriver à insuffler dans les documents d'urbanisme, finalement, des orientations qui, petit à petit, mettent en place une articulation entre le risque et le fait de pouvoir habiter l'imageur. Donc, on voit qu'évidemment, la voie ferrée qui sera arrêtée a quand même, parce qu'ils étaient très intelligents quand même, nos ingénieurs ferroviaires qui ont fabriqué ces grandes plateformes. Grosso modo, la plateforme ferroviaire est quasiment hors d'eau. Elle a juste un petit problème ici, mais sinon elle est hors d'eau sur le bord. Et puis le pont, évidemment, qui franchit est hors d'eau. Et on a vu qu'il y a un seul endroit où on arrive à franchir, c'est ici. Voilà. Et donc finalement, dans les ardoines, il y a l'idée de fabriquer un système résilient qui peut aussi donner un coup de main à Maison Alfort ou ce qu'il y a en face, parce qu'évidemment, en face, c'est vraiment terrible. Eux, ils sont il y a le quartier des Gondoles, je crois, ici. Enfin voilà, ils sont marqués quand même par l'eau. Donc le projet, il est ici, et vous voyez qu'il installe sur ce grand tracé un système de peigne qui permet donc de desservir l'urbanisation. Donc grosso modo, il y a une superposition de 2 systèmes. Le système, on va dire, de la rue qui existe, l'ancien rue de Seine, les tracés existants, sur lequel on rajoute des nouveaux tracés qui sont ces infrastructures qui vont être des allées piétonnes qui peut être quand même praticables par les concessionnaires. Il y a des réseaux, c'est un système de réseau, quoi. C'est comme les aqueducs de Cisa à Évora, et ça dessert l'ensemble des lots. Et vous voyez que chaque parcelle est adressée en quelque sorte sur cette voie. Et quand c'est pas adressé, quand il y a un deuxième rang, on a mis en place des dispositifs qui sont un peu comme les pompiers aux Pays-Bas, où vous avez le droit de passer par l'immeuble voisin et par le balcon filant pour être évacué. Donc là, il y a l'idée que dans les préconisations des constructions, le jour où il y a la grande crue, on pourra passer par, vous allez voir, un système de liaison qui fait qu'il y a une armature, y compris dans le privé, qui se déploie pour être résiliente le jour de la grande crue. Alors, ce projet, il est quand même très influencé par ça. Effectivement, ceux qui ont été voir Alphen City, c'est quand même très impressionnant, puisque ça produit... Alors évidemment, Anne-Sylvie va râler, il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a pas beaucoup d'herbes, c'est une espèce de... Non, parce que j'ai l'impression, c'est moi, je trouve que les architectes sont un peu les méchants dans le monde d'aujourd'hui, parce qu'évidemment, comme vous voyez dans ces images, c'est vraiment, voilà, c'est un espace très minéral, c'est une espèce d'architecture des sols, mais c'est assez fantastique quand vous y allez, parce que au-delà des entrepôts, vous avez cette architecture à double niveau qui constitue le paysage de cette histoire. Il y a évidemment eu des modélisations, et vous avez le dessin ici modélisé avec la crue centenale. Et vous remarquez, donc vous voyez, dès que vous voyez pas d'eau, grosso modo, on le voit très bien avec ce qu'on appelle les levées, qui sont ici, vous voyez que vous arrivez à desservir l'ensemble quasiment des opérations. Ce qui est assez impressionnant, c'est que cette grande voie, qui est la grande voie départementale Salvatore Allende, elle est quasiment hors d'eau. Il suffirait à cet endroit-là de recharger de 50 cm. C'est pour ça que tout le projet a été fait avec le TZN pour se mettre à plus 50 cm. Et vous avez l'ensemble de cette voie qui est hors d'eau, parce qu'évidemment, comme elle doit franchir la voie ferrée et franchir le pont, il y a, on va dire, une géographie assez favorable pour être hors d'eau. Voilà. Et donc, elle est un peu l'armature. Ça, c'est la simulation, qui permet de montrer ou de démontrer l'ambition de cette desserte et du fonctionnement en cas de crue. Alors ça, c'est important, parce qu'évidemment, la résilience, c'est le fait que le retour à la normale est le moins pénalisant possible. Donc là, l'idée, c'est qu'effectivement, la crue ne conduit pas à des dégâts, bien sûr humains, mais en plus matériels sur le site. Donc ça donne ce genre de choses. Donc ça veut dire
Et c'est ça qui est compliqué. Vous allez voir, on a dû passer par le permis d'innover parce que ce projet qui était exploratoire porté par l'établissement public se confronte quand même, au final, au PPRI qui reste le PPRI. Voilà. Et donc, en fait, si ce projet, s'il n'y avait pas le permis d'innover, il serait pas possible. Et pourtant, il a tout mis en place pour être mieux dans les espaces libres en général, pour une très grande densité, en respectant toutes les règles de transparence hydraulique, avec bien sûr un peu de remblai. Donc on voit le système ici où on a l'avenue LND, et puis la manière dont effectivement on nivelle pour fabriquer ce double système. Vous voyez les levées, hein, ça fait 9 mètres de large, et vous voyez, ça devient une espèce d'infrastructure qui dessert l'ensemble du projet. C'est à la fois un peu un urbanisme de dalle, de quelque sorte, mais qui est une dalle réduite à l'infrastructure, sachant que cette infrastructure, contrairement aux dalles, elle prend naissance sur un niveau de plein-pied naturel. Il y a un peu cette folie de mettre beaucoup de monde dans l'imageur. Il y a derrière ça la culture du risque. Parce qu'évidemment, ce qui est complètement incroyable aux Ardoines, personne ne se rend compte qu'il est dans l'imageur. Donc un des trucs qui est un peu fou dans l'urbanisme contemporain, c'est qu'on a oublié l'imageur, l'imineur, on n'a plus du tout cette conscience de ça. Donc il y a un travail sur l'espace public qui est en cours, qui est l'idée, par exemple, de pouvoir marquer très très clairement, il y aura probablement d'ailleurs de l'acier Corten qui pourra expliquer 1910, les cotes NGF, etc. Donc de participer à la culture du risque, dans le cadre des espaces publics. Tous les bâtiments vont intégrer des changements de niveau, hein, entre effectivement la cote, ça c'est le 0, on va dire, là vous avez la cote 1910, et puis le bâtiment qui se déploie, et donc grosso modo, la question de l'eau devient aussi un élément, et du risque devient un élément de la fabrique de l'architecture. Tous les architectes ont joué le jeu actuellement. Les jardins privés sont quasiment aussi importants que les jardins publics, qui vont alimenter les cours, et qui sont aussi des grands systèmes de transparence hydraulique du point de vue de la question des sols et de l'eau. Cette opération n'aurait pas pu se faire sans le permis d'innover, c'est pourquoi je mets ces dessins. Hein, sachant que là, dans ce projet, mais ça c'est une culture de l'agence, il n'y a pas de macro-lot, hein, moi je suis un old school, quoi. Il y a des parcelles, il y a un découpage, ça mute, il n'y a pas des copropriétés qui donneront du boulot pour nos enfants, c'est un urbanisme un peu à la papa très simple, mais qui a posé des problèmes compte tenu de la densité sur la sacro-sainte règle du PPRI qui est 50% d'espace libre, évidemment, qu'on n'arrive pas à faire au sein des petites parcelles parce qu'on a beaucoup, évidemment, dimensionné les espaces publics. Et donc, le permis d'innover a permis de raisonner globalement, en quelque sorte, l'espace privé et l'espace public pour les espaces libres, ce qui fait qu'on est dans un ratio plus important en espace libre, et ce qui a fait que le législateur a approuvé ce projet. La Seine, on s'en rend pas compte, mais tous les ans, elle monte. Et elle monte au minimum comme ça, ce qui fait, pour la petite histoire, que j'ai été obligé d'accepter une piste cyclable en plus de la piste un peu RER qui existe là et qui est magnifique, qui est donc la Seine, sur le quai d'eau, pour permettre les 10 jours par an de crue que le vélo fonctionne, ce qui fait quasiment que là-haut il y a des vélos mais qu'il n'y a pas de piétons parce que le profil ne le permet pas. Je me suis battu comme un beau diable, mais à un moment c'était pas possible. Voilà. Et je vous remercie. Non, ce que je trouve très intéressant, c'est effectivement le fait que donc la Seine, elle monte, mais c'est quand même des crues qui a une probabilité sur 100 chaque année de se produire. Sauf qu'elle reste un mois ou deux, et 1910 c'était un mois ou deux, et en janvier en plus, quoi. Ça veut dire que faut que les gens, certes, n'évacuent pas, mais ensuite peuvent vivre confortablement, en tout cas normalement. Et ça, est-ce que vous avez dû intégrer tout ce qui est continuité de service, le fait qu'il y aura bien EDF, enfin, il y aura bien l'électricité, il y aura bien Internet, etc., etc. Et est-ce que ça a joué dans la conception du projet? Voilà. C'est allumé, ça marche, ouais. Alors, il y a un truc qui n'est pas géré, c'est les eaux usées. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais il paraît que c'est pas très grave. Voilà. Voilà, c'est le tout à l'égout, ça marche très très bien, ça a marché comme nous l'a dit Christian pendant des années. Donc voilà. Après, il y a effectivement toute la question de l'infrastructure réseau qui renvoie, je ne sais pas si vous en êtes aperçu, en tout cas au moment en 2010, tous les concessionnaires parisiens, l'agence d'urbanisme d'Île-de-France, enfin l'ensemble des corps intermédiaires de l'urbanisme se sont engagés dans effectivement des stratégies à long terme de mettre hors d'eau leur réseau. Voilà, donc effectivement, si la crue arrive tout de suite, je pense que ça va pas le faire, mais si ça arrive dans 20 ans, donc voilà, c'est toute cette question qu'en fait, c'est pour ça que moi j'ai vraiment beaucoup aimé ton intervention qui nous remet dans le temps,
C'est-à-dire, il y a la question du temps. Nous sommes dans nous sommes dans le. Moi, je trouve que mon métier a énormément changé. On est dans l'adaptation, quoi, du monde. Hein. On est dans l'usure du monde. Mais en tout cas, le projet s'est fait à l'initiative de l'EPA Orsa, avec autour de la table l'ensemble des concessionnaires et l'ensemble des acteurs, de manière à mettre en place ce système. Non, mais ce qui est intéressant, tu dis, ouais, le PPR, en fait, ce projet-là, qui est un projet phare, en réalité, c'est le premier projet. Il s'est traduit dans l'esprit des polices de l'eau. En l'occurrence, à Saint-Nazaire, par exemple, le quartier gare, on n'a pas le droit de construire, sauf s'il y a un projet urbain qui est capable de montrer sa résilience. Et dans ces cas-là, on peut le faire. Ça veut dire que c'est un transfert de l'État. C'est quand même l'État qui fait les PPRI, qui, parce qu'il y a eu ce type de projet, a dit, finalement, peut-être qu'on peut confier ça aux urbanistes. Et c'est intéressant parce que, d'un coup, c'est à nous, enfin, c'est aux gens de l'aménagement d'intégrer l'eau, quoi. Et c'est là où il y a un pas qui a été franchi par l'État, qui avant ne réfléchissait que par digue. Tout en laissant les règles anciennes en vigueur, et que donc le permis d'innover est une exception négociée. Par exemple, ce projet, je pense qu'il n'allait pas se faire. C'est-à-dire, il est reconnu par l'État, il est premier prix en urbanisme, le ministère, etc. Tout roule, c'est des Orsa, établissement public. Et puis à un moment, quand on passe à l'opérationnel, premier permis, c'est impossible, parce que de toute façon, c'est le PPRI, c'est pas possible. Et il n'y aurait pas eu le permis d'innover, mais le permis d'innover est négocié à chaque projet quasiment. Ouais. Donc l'État garde la main, si tu veux. Ce qui est peut-être pas mal, c'est-à-dire, parce que c'est quand même un peu fou de mettre autant de monde dans le risque. Non, mais moi, je veux dire, à un moment, c'est... C'est évident que l'urbanisme, ça va être les assureurs qui vont déterminer les PPRI, ça c'est sûr. Nous, on est sur Charenton-Bercy, où on a ce même sujet. Mais c'est plus récent, c'est-à-dire l'instruction, nous, on a eu l'autorisation. Enfin, le PPRI a été changé parce que ça a été classé PIGOU. Alors, je ne me rappelle plus ce que ça veut dire PIGOU. Je crois que c'est prosé. Enfin bref, c'est parce qu'il y avait obligation de construire de l'habitation. Donc, il fallait qu'on trouve des solutions. Et on a pu changer le PPRI à condition qu'on montre que c'est résilient. Voilà. Alors, Christian, moi, je voudrais juste te poser une question sur le coût. Quand tu nous montres l'exemple de la récupération des eaux grises, c'est une façon de faire qu'on a vu à Berlin sur l'exemple du bloc Zex, mais qui était très aidé par tout le process. Et là, finalement, sur le coût de la construction qui intégrerait une dissociation du réseau d'eau usée, du réseau d'eau grise, etc., est-ce que, sur cet exemple que tu nous as montré, voilà, est-ce que ces plus-values, on est capable de les accepter aujourd'hui dans la construction? Non, mais alors, tu as complètement raison. Je dirais non. Alors, mais non, oui et non. En réalité, effectivement, il y a tout un tas de systèmes dans les bâtiments en général où on récupère les eaux grises qu'on va stocker dans le sous-sol. Ensuite, on va les traiter, on va mettre une pompe, un surpresseur pour les remonter, tout ça pour mettre de l'eau à peu près nettoyée dans la chasse d'eau. Ça, c'est aberrant. Là, je suis complètement d'accord. Là, ce qu'on a fait, c'est beaucoup mieux. Pourquoi? Non, l'idée, c'est qu'on a juste dit aux promotes, ces trois rejets, il y a le réseau eau usée, eau pluviale et eau grise. Et ça, c'est sur une gaine, tu vois. Et ça, on récupère le tuyau. Et nous, sur l'espace public, en fait, c'est comme une fosse septique en réalité. On prend l'eau grise, on la balance dans le massif végétal, et voilà quoi. C'est surtout intéressant parce qu'on a de l'eau en plein été, quoi. Et à ce moment-là, c'est les 15 jours, un mois là, de stress hydrique, l'eau, elle devient chère, quoi. Et on peut surtout pas, là, ce serait criminel, d'aller chercher de l'eau potable dans le réseau public qui lui-même est en stress hydrique, et pour ça, quoi. En même temps, vous dites que ça coûte très cher. Alors, le projet qu'on est en train de faire avec justement Alto Step et puis Jean-Marc à Bègles, où on essaye justement d'avoir une attitude de résilience et de laisser rentrer la crue. Si on était arrivé suffisamment tôt, parce que le problème c'est qu'on prend toujours des aménagements en cours, la communauté urbaine avait décidé de rehausser la digue qui est en bord de Garonne. Et ça coûte une fortune. Voilà. Et nous, on est en train d'essayer de démontrer avec nos partenaires que de laisser rentrer la crue, de ne pas construire ce mur
qui est pas très haut, hein, c'est pas une digue, voilà, mais sur le linéaire de toute la commune de Bègles qui donne sur la Garonne, ça fait quand même un certain coût. Je me rappelle plus combien c'est, mais comment? Oui, je crois que c'est 20 millions, non, un truc comme ça. Et alors que justement, on essaye de convaincre de construire autrement, de réagir autrement, mais il y a les bons choix à faire. Et en tout cas, on n'est pas au bout du chemin, on n'est pas au bout de la route parce qu'il y a encore des gens à convaincre. Vous savez, il y a 3 dispositions, hein. Il y a le retrait, la résistance, la résilience. Bon, ça fait des siècles et des siècles qu'on fait de la résistance et on s'aperçoit que la résistance, elle est extrêmement coûteuse en entretien et en maintenance et que donc on est quasiment plus capable de la suivre. Et donc on retrouve ce rapport à la nature qui quand même pousse, normalement, on n'aurait pas dû construire là. Vous voyez, je suis un peu à contre-emploi là. Et on devrait laisser le limageur tranquille, quoi. On devrait... Non, mais bien sûr, mais la vraie stratégie, je pense, la vraie bonne stratégie sur un temps très long, c'est de se dire qu'on redonne la place au limageur que nous avons endigué en un siècle. Donc évidemment, il y a des communes qui sont condamnées. Il y a des situations qui sont condamnées. Il y a des retraits qui sont organisés en France. Ça, c'est clair. C'est pour ça que tout le monde s'est tout d'un coup accroché à la résilience comme la solution du moindre mal. Je pense qu'effectivement, la résilience produit des ouvrages et que les ouvrages, ça s'entretient et que ça pose des vraies questions sur le temps long. Non, ça interroge quand même des choses parce qu'avant, c'était l'État qui disait, voilà, nous, on garantit contre le risque et c'est nous qui allons payer les ouvrages. Voilà, on gère. Donc effectivement, c'était un peu aberrant parce qu'on pouvait avoir un urbanisme complètement innocent derrière la digue et dès que l'eau passait au-dessus de la digue, ça posait un problème. Là, l'approche, c'est plutôt de dire, on va enlever la digue et on va créer des espaces résilients, quoi. Bon, bah, c'est super, c'est une bonne idée. Sauf que d'un coup, c'est un transfert de la prévention du risque de l'État jusqu'aux particuliers. Ça veut dire que ça s'adresse plutôt aux riches, finalement. Et ceux qui n'auront pas la capacité d'être résilients, peut-être d'entretenir leur rambarde, ils vont être inondés, quoi. Et les assurances, heureusement, on n'est pas dans un lieu des assurances, vont dire, ah ben oui, mais vous n'êtes pas résilient, ben on va pas vous assurer. Avant, la mutualisation est à l'échelle nationale. Aujourd'hui, cette mutualisation, elle est plutôt à une autre échelle où peut-être que les communes les plus pauvres n'ont pas accès, quoi. C'est ça que je voulais dire. Je voulais un peu pondérer la chose. Voilà. En tout cas, ce qui est important, c'est que moi, je vois bien, je vous dis, moi, je suis arrivé sur Vitry, je gagne ce concours, j'avais jamais réfléchi à l'eau. J'ai eu la chance énorme de faire une des rencontres de ma vie, au-delà de mes camarades, là, qui est effectivement Jean-François Morel, qui est un ingénieur, et qui, tout d'un coup, m'a dit, bah, de toute façon, le premier sujet du projet, c'est comprendre l'aléa. Voilà, donc on a passé, je sais pas quoi, des heures et des heures à comprendre l'aléa, alors que moi, je voulais tirer des barres, quoi. Évidemment, je voulais tirer des barres, je suis architecte. Ben non, on comprend l'aléa. Donc effectivement, il y a un changement de paradigme où nous, mêmes architectes, je pense que c'est ce qu'on enseigne aujourd'hui, d'abord, on essaie de comprendre et de comprendre les systèmes naturels pour pouvoir agir. Et ça, je pense que c'est une énorme avancée parce qu'avant, on pensait, alors c'est peut-être l'école des ponts, c'est peut-être l'histoire française de l'ingénierie, qu'on avait toutes les clés pour régler le problème. Sur le climat, je ne sais pas si c'est le mot de la fin, mais puisque on a nos partenaires d'Altostep qui sont là. Tout à l'heure, je parlais de la Concorde. Sur la place de la Concorde, on va récupérer toutes les eaux pluviales dans les fossés qui vont revivre, qui vont border la place. Aujourd'hui, on n'a pas le droit trop de montrer d'images, donc je vous en parle simplement comme ça. Cette alimentation en eau des fossés, elle va aussi servir à la gestion des pluies exceptionnelles et elle va servir à l'alimentation de la végétation pour maintenir une évapotranspiration et avoir un rafraîchissement de l'ensemble de la place avec d'autres dispositifs, puisque Altostep nous a calculé un moins 8,5 degrés au niveau du sol dans les périodes les plus chaudes lorsque nous aurons rétabli une fraîcheur sur cette place. On pourra aller s'allonger. Voilà. Derrière nos angoisses, quelque part, pour nous les architectes, on vivait une époque formidable, probablement aussi formidable que celle qu'a fait émerger notre ami Le Corbusier, pour d'autres raisons, mais parce qu'évidemment, on est obligé de reconstruire, et je pense que ça sera le cas aussi des assurances, le modèle actuel sur lequel on tourne, va automatiquement bouger avec cette révolution climatique. Et donc, quelque part, tout ce qui était impossible devient possible, et donc on peut recommencer à penser.